Parti. Bonjour à tous et à tous, merci de vous être connectés pour ce premier webinaire de Cacao International. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire. Vous aurez du coup, lors de cette présentation, Jacques-Antoine de Geffrier, fondateur et président de Cacao International, Catherine Wachsman, qui est également fondatrice et administratrice de Cacao International, qui interviendra. Également Rémi Alman, fondateur et administrateur et PDG de Soko Solea, et Idrani Legos, qui est également administrateur de Cacao International, qui seront présents et auxquels vous pourrez également poser vos questions, qui seront là pour y répondre. On va débuter tout de suite pour faire un petit rappel de qui est Cacao International, puisque certains d'entre vous ne doivent pas connaître complètement. Je laisse la parole à Rémi. Bonjour à tous, je suis Rémi Alman. Donc, Cacao International est une holding qui détient une seule participation appelée Solea, qui gère nos plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Donc, Solea en Côte d'Ivoire, c'est une des plus grandes plantations de cacao d'Afrique de l'Ouest. Nous avons, alors, vous voyez sur le slide, nous avons à peu près 200 employés et nous sommes déjà à notre 10e cycle de production et de plantation. Et nous sommes spécialisés dans la production de fèves de cacao traçable. Solea a modifié son business model en développant sa propre transformation. Alors, juste un petit rappel, pourquoi on a démarré rapidement dans la transformation. Et tout simplement, c'est que nous étions considérés comme de la fève de Côte d'Ivoire et que le travail acharné n'était pas bien payé. Nous avons décidé de nous transformer nous-mêmes nos fèves. Et c'est comme ça qu'on a commencé à démarrer le changement de notre business model. Donc, on a une unité de transformation sous une filiale appelée Choco. Choco, en ivoirien, ça veut dire être très présentable et bien sapé. C'est la petite anecdote. L'unité de transformation de cacao a déjà maintenant 3 ans. On avait démarré dans un local entrepôt à Vridi avec 800 mètres carrés. Aujourd'hui, nous sommes installés dans la zone d'Abidjan, vers Bassam. Nous avons 6000 mètres carrés de terrain, dont 3000 mètres carrés couverts. Nous avons une capacité de transformation en 2024 à peu près plus ou moins 1500 tonnes. Je crois que le chiffre exact, vous devez l'avoir dans les bilans, ça doit être 1670 tonnes de mémoire. Un chiffre d'affaires de 9,3 millions en consolidé, donc une progression à peu près de 300% par rapport à l'année précédente. Qu'est-ce qui valorise encore notre groupe? Eh bien, notre actif biologique, à peu près 600 000 arbres, dont des cacaoyers pour à peu près 400 000 et 200 000 techs qui, eux, se valorisent chaque année. L'actif biologique a été valorisé par des méthodes traditionnelles faites par nos commissaires aux comptes, enfin validées par nos commissaires aux comptes, et c'est évalué à peu près à 15 millions d'euros, enfin 14,8 millions d'euros. Juste pour revenir sur le chiffre d'affaires, comme nous sommes en consolidé, nous avons intra-filiale, les chiffres d'affaires entre les filiales s'annulent. C'est pour ça que nous avons que 9,3 millions, mais nous avons une production de fèves qui avait fait à peu près 1,2 million d'euros. L'historique de la société. Alors, rapidement sur ce slide, nous avons démarré en 2011 l'entité ivoirienne, Solea. En 2013, on a commencé à démarrer les plantations dans la zone de Bokanda, avec des difficultés. Première difficulté, les acquisitions des terres. Donc, on a mis en place des protocoles pour sécuriser nos acquisitions de terres. Ça, c'est très important parce que tous les problèmes en Afrique viennent toujours d'un problème terrien. Donc, il faut avoir les titres fonciers. Il faut avoir plus que ça. Il faut avoir même les titres et la publication au journal officiel pour être sûr et certain c'est bien à vous. Pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous dire « Ah, mon grand-père habitait là et je récupère ma terre ». Nous avons à peu près 2000 hectares sous baux. Ce sont des baux généralement de 35, maintenant on fait des baux de 50 ans. Et nous avons sécurisé ces baux auprès des villageois, que l'on rémunère bien sûr. Nous avons introduit Cacao International la holding en 2015, c'est un grand fait marquant sur un relais de growth. En 2017, nous avons eu notre première production de fèves. Et à l'époque, nous étions, siège social était installé à Bruxelles et nous avons déménagé à Paris. En 2018,
une deuxième production de fèves, en fin de la production. Alors, on avait doublé notre production. En 2021, nous avons démarré sur le projet d'une usine de transformation. C'était les années Covid, c'était un petit peu dur. Et en 2023, pour finaliser notre nouvelle usine, nous avons fait une levée de fonds locale en émettant une obligation sur la société Solea, sur la bourse, la BVRM, la bourse ivoirienne à Abidjan. On a eu un grand succès et entièrement souscrit. Puis, nous avons lancé donc l'usine de transformation et notre première production de masse de cacao. En 2024, nous atteignions un peu plus de 1500 tonnes de produits finis, avec une nette amélioration des performances financières et enfin un premier résultat positif. Quant à 2025, un nouveau cycle de croissance est engagé. Nous reviendrons dessus un peu plus tard. Alors, le marché du cacao, rapidement, bon, c'est un marché qui est très porteur en ce moment, on en parle énormément, on atteint des sommets, on est sur la cotation à la bourse de Londres à plus de 11 000 $, après avoir vu l'année dernière, en fin d'année, 12 000 $, revenu à 6 000 $ pour repartir à 11 000 $. Donc, ça yoyote pas mal, et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle est la tendance. Donc, la tendance, elle est bien sûr à la hausse. Pour une première grande raison, c'est que la production ivoirienne, le premier producteur mondial, puisqu'il représente quasiment 40% du marché, est passé de 2,4 millions de tonnes à 1,8 million de tonnes de mémoire en 2023. Et en 2024, une légère amélioration, peut-être arriverons-nous à 2 millions de tonnes, mais toujours un manque de cacao et qui fait que les cours resteront tendus. Alors là, on est même certain pendant encore quelques mois, quelques années même. Bon, alors, la baisse de la production vient de plusieurs choses. Alors, bien sûr, tout le monde parle des conditions climatiques, du réchauffement de la terre, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que le verger ivoirien est un vieux verger, donc c'est le vieillissement des vergers. Il n'a pas été remplacé. Aujourd'hui, les États travaillent pour le remplacement de ces vergers, mais c'est du cacao. On parle du cacao Mercedes qui donne du cacao à 18 mois. Bon courage. Il faut entre 3 et 5 ans minimum pour avoir une production, plutôt 5 ans pour avoir une production digne de son nom. Et puis, il y a les maladies. Il y a une maladie terrible qui s'appelle le swallowshot, qui est un virus. On l'appelle le sida du cacao. Et quand on attrape ce virus, vous avez vos plantations dévastées. Et en ce moment, il y a un plan étatique, justement, pour raser toutes les plantations qui sont atteintes de ce virus. Et là, il faut attendre une jachère de 5 ans avant de pouvoir replanter quoi que ce soit. Donc, ça ne va pas dans le sens de l'augmentation de la production. Le prix du cacao, vous voyez sur le graphique, en forte croissance. Je vous en ai déjà parlé. Je pense qu'il restera tendu encore pendant au moins 18 mois de 2 ans. Parallèle à ça, le marché du chocolat, évalué à 120 milliards de dollars en 2023, devrait atteindre 161,85 milliards de dollars d'ici 2032. Alors, la consommation n'a pas forcément très augmenté, mais les prix ont fortement augmenté, d'où l'augmentation de ces chiffres. L'Europe reste la principale région consommatrice, avec la deuxième région qui sont les États-Unis. Voilà, passons au slide suivant. Rapidement. Alors, cacao international. Alors voilà, là vous avez une photo de notre usine de Brilly. Vous pouvez voir les lignes de masse. Une unité de production locale proche de la matière première. En effet, alors, ce qu'il faut savoir, c'est nous avons monté une usine qui pourrait à terme produire plus de 3 fois ce qu'on produit aujourd'hui. Pour ce faire, il nous manque de la production. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Du fait de notre positionnement sur le terrain, nous avons d'excellents rapports avec nos amis ivoiriens, notamment les coopérateurs et les coopératives, et nous avons une facilité de sourcing que peu de gens ont parce qu'on est sur le terrain. Alors, comme on source de la fève, on a décidé de l'acheter, de la transformer aussi. C'est ce qu'on appellera plus tard, dans la présentation, le bean to bar. La production de masse de cacao est notre premier objet de production. Nous travaillons essentiellement pour l'instant avec de la fève achetée. Vous voyez le carton, le beau carton, donc vous voyez
qu'il est à la fois halal et qu'il est à la fois kasher. C'est le certificat que nous avons obtenu. Vous voyez les fèves et le carton, c'est des cartons de 25 kg dans lesquels il est mis en packaging. Nous avons spécialement travaillé avec des chocolatiers qui travaillent essentiellement le bean to bar. Alors, le bean to bar, il faut bien comprendre la différence entre le bean to bar et le tree to bar. Le bean to bar, on achète la fève à la coopérative, donc on a une traçabilité à partir de la coopérative jusqu'à la barre de chocolat. Alors que le tree to bar, on n'achète pas, on produit nos propres fèves et nous avons la traçabilité puisque nous avons mis au sol la graine au sol, donc on est une traçabilité totale depuis le démarrage. Donc on appelle ça le tree to bar. C'est deux choses différentes. Donc pour l'instant, nous travaillons essentiellement le bean to bar. On a des partenariats avec 2, 3, voire même 4 clients, mais un gros partenariat avec un client espagnol avec qui nous avons une histoire d'amour, puisque vous le verrez par ailleurs, nous avons créé ensemble une fondation. Un engagement RSE, alors, très important. Nous, on travaille, alors, vous savez qu'on a beaucoup parlé du travail des enfants dans les plantations, notamment en Côte d'Ivoire, bien sûr, on lutte contre ce fléau, et hors de question d'avoir des enfants qui travaillent chez nous. Et pour ce faire, nous avons créé des écoles, nous avons créé des centres de santé, nous avons créé des choses pour que les gens se sentent bien chez nous et qu'ils n'obligent pas leurs enfants à travailler. Nous avons une parité entre les sexes, c'est-à-dire que chez Solea, nous avons 60% de femmes qui travaillent à la plantation, donc on est au-delà des 50%, on est fiers de nous. La gestion des terres. Alors la gestion des terres, je vous en ai parlé rapidement, les communautés villageoises possèdent leur propre terre, nous ne sommes que locataires. Mais pour ce faire, nous les aidons à obtenir leur titre foncier. Donc c'est nous qui finançons tous ces titres, c'est nous qui finançons tous ces travaux. Et une fois que le certificat foncier est émis et publié au journal officiel, nous écrivons un bail long terme, généralement 35 ans, 50 ans, où nous payons une rémunération importante de cette location. Dernier point, l'infrastructure et une meilleure rémunération. Oui, en effet, faut savoir 2 chiffres rapidement. En brousse, qu'on appelle nous la brousse, et au-delà d'Abidjan, je vais parler d'une chose importante. Alors, ce qu'on appelle nous la brousse, et quand on n'est plus à Abidjan, dès qu'on sort d'Abidjan, on rentre tout de suite rapidement dans ce qu'on appelle la brousse. Il faut savoir que la main-d'œuvre journalière d'un paysan, la moyenne en Côte d'Ivoire, c'est 1000 francs CFA par jour, c'est-à-dire 1,50 €. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas grand-chose. Alors nous avons mis des barèmes un peu plus importants. On ne paye pas 1,50 €, on est plutôt entre 3 et 5 € par jour. Donc déjà, on arrive à leur donner un peu plus de moyens. On leur a créé un centre de santé entièrement financé par Solea, et les soins sont gratuits pour tous les villages partenaires et pour tous les employés. Nous avons bien sûr créé des routes pour accéder aux plantations, et certains villages nous en remercient parce qu'ils n'avaient pas de route pour aller à la ville, comme on dit chez nous. Alors, bien sûr, ils n'avaient pas d'eau potable, ils n'avaient pas d'électricité. Nous avons mis en place, non pas des puits, mais des forages. Et puis, nous avons amené l'électricité dans tous les villages. Voilà les efforts qu'on a fait. Et on a un effort constant grâce maintenant à la fondation qui a vraiment pris le relais. Parfait. Okay. On va passer. Notre fondation, là, je vais laisser la parole à Catherine, qui est la présidente ou la vice-présidente de la fondation. Alors, nous n'allons pas insister très longtemps sur la fondation, puisque ce qui intéresse surtout les auditeurs, je crois, c'est la société. Mais nous sommes particulièrement fiers d'avoir pu réaliser cette fondation en partenariat avec le groupe La Casa, qui est notre partenaire sur de nombreux points. Et nous avons déjà créé une école avec 2 classes. Nous avons fourni des livres scolaires. Nous avons créé un terrain de football, un centre de santé, et nous avons de nombreux projets supplémentaires, notamment dans le domaine de la santé, sur le suivi des vaccinations, etc. Donc, on pourra en reparler longuement si certains le souhaitent, mais voici ce dont nous sommes très contents, car à côté de l'activité purement industrielle et financière, il existe une réelle activité sociale. Merci.
Alors, je vais vous parler moi rapidement des résultats. Donc, le chiffre consolidé de cacao, attention, hein, on parle bien de la consolidation des comptes, est de 9,3 millions d'euros pour 2024. Bon, bien sûr, par rapport à 2023, c'est 4 fois plus, donc c'est plutôt bien. Le résultat d'exploitation est à 3,5 millions. Et alors, j'ai deux chiffres là qui apparaissent. C'est toujours très compliqué de comprendre. Il y a le bilan consolidé, avec ou non sans actifs biologiques. Donc tout ça est assez compliqué. Mais si on compare par rapport à l'année dernière, on doit comparer le 5,5 au 2,3, au moins 2,3 millions. Je vois que l'année dernière, on était à moins de 3 millions. Cette année, on est à plus 5,5. Alors, le résultat net, il est de l'ordre de 13%. Les fonds, les capitaux propres de l'ordre de 9 millions d'euros et un endettement total groupe de. Alors, c'est un endettement financier. Hein, encore une fois, il n'y a pas la dette fournisseur. On est à peu près à 5,6 millions, donc qui se compose principalement de l'emprunt obligataire qui faisait 6 millions d'euros, de, je pense, la dette fiscale et en face de ça, nos cash flows positifs, qui fait qu'on réduit ça à 5,6 millions. Cacao international, nouveau chapitre. Alors, c'est très important, bon, l'amélioration des performances financières, tout le monde l'a vu. La clôture définitive du litige avec ABO. Alors ça, c'était une épine qu'on avait dans le pied. C'est enfin clos. Alors, ABO et Ego. Comment? Ego. Et ABO et Ego, oui, bien sûr. Comme vous le savez, on avait contracté une CAPSA auprès de cette société. Et en fait, ils nous avaient vendu un produit et ils n'ont pas joué le jeu. Ils nous ont massacré notre cours. On s'y est opposé. On a arrêté toute distribution d'actions contre eux. Ils ont porté plainte. On a été en tribunaux. On est en pourparlers depuis 5 ans. Et on a réussi enfin à en sortir par le haut. Et enfin, on va pouvoir avancer. Et puis, le troisième point, alors le plus important, bien sûr, c'est la montée en puissance de l'activité de transformation. Ça, je vais revenir dessus très rapidement. Alors, voilà, ça, je vais vous annoncer des chiffres que vous ne connaissez pas. Jusque-là, vous connaissiez tout ça, mais pas ça. Donc, grosso modo, je vous annonce les résultats du T1, premier trimestre 2025. On a produit à peu près 600 tonnes de produits, 40% de la production annuelle de 2024. Donc, ça, c'est un chiffre à retenir, très important, mais surtout, le chiffre d'affaires, 5,6 millions d'euros, ce qui représente plus de la moitié du chiffre total annuel de l'année dernière. Qui représente, oui, c'est ça, 60% du chiffre d'affaires de 2024. Alors, bien sûr, la première question va venir rapidement, mais on va y répondre après sur la progression. On est en totale progression. Le slide suivant. Le relais de croissance qu'on a. Alors, le relais de croissance. On revient sur le bean-to-bar. Le bean-to-bar, donc, l'achat de fèves aux coopératives, c'est une progression continue de la production. Et grâce à ça, on augmente nos cash flows, puisque on vend plus cher que qu'on achète, en effet, après transformation. Et le tree-to-bar, alors le tree-to-bar, nous, on aime beaucoup, puisque c'est nos fèves qui vont être et qui sont transformées. Ben, vous voyez, on a commencé tout doucement à faire notre premier tree-to-bar. Donc là, il y a une notion de terroir, puisque c'est la région de Bokanda, donc chose qui n'existe pas dans le cacao, la notion de terroir. On a généralement une notion de pays, mais pas une notion de terroir. On est single origin, c'est-à-dire que la fève vient que d'une seule plantation, et il y a 100% de traçabilité avec une RSE intégrée pour assurer la durabilité. Alors ça, c'est assez demandé, c'est un marché de niche, et c'est demandé par des chocolatiers, les grands groupes, regarde pas français. Alors, les relais de croissance prix-to-bar, Soléa, une plantation vertueuse. Alors, bien sûr, on est une des plus grandes plantations de cacao en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que la plupart des plantations en Afrique, ce sont des petits planteurs qui vont entre 1, 3, 4, 5. Et quand un planteur a une grande plantation, elle fait 20 hectares. Je rappelle que notre site fait 2000 hectares. Alors, pas de travail d'enfant, comme on l'a dit, la bonne gestion du foncier, la biodiversité, on en a parlé, et la parité des genres. Vous savez qu'on a 60% de femmes chez nous, ce qui est important. On utilise bien sûr des fertilisants organiques. Nous avons
des relations avec les communautés. On a une personne qui s'occupe que de ça dans notre groupe. Ce qui nous importe, c'est de leur fournir l'accès à l'eau, l'accès à la santé et l'accès aux infrastructures. Et nous avons, bien sûr, notre comptabilité et audit selon les normes. Pas toujours facile à comprendre. Alors, dans les relais de croissance, nous avons l'envie et nous sommes en pleine recherche de savoir comment on va aller développer cette chocolaterie. On va passer au chocolat. Pourquoi le chocolat? D'abord parce que la marge est un peu plus importante que sur la liqueur. Un peu plus compliqué à mettre en place parce que nous n'avons pas l'expertise. Donc l'idée, c'est peut-être de trouver des partenaires, d'essayer de s'associer. On ne fait pas encore trop, on est en pleine réflexion. Tout ça pour vous dire que ça sera mis en place pour 2026. Là, je vous dis. Alors, le deuxième volet de croissance, bien sûr, c'est la valorisation de l'actif biologique, notamment les techs. Ça, on en a largement parlé. On a à peu près 270 000 techs en 2024. On plante à peu près 50 à 60 000 techs tous les ans. On a une capacité importante pour développer ça. On sera à 500 000 techs très, très, très rapidement. Il faut savoir que le prix du tech au mètre cube est de l'ordre de 275 €. Ça, c'est le prix inscrit à notre bilan, retenu par les commissaires en compte. Et nous pensons que l'année prochaine, on sera au-dessus de cette valeur, puisqu'on s'était battu pour avoir 325 € et on est en train de démontrer que c'est le prix. 500 000 techs en 2030, ça, je vous confirme. Et la maturité du tech commence vraiment à prendre de la valeur à 15 ans. Il faut savoir qu'un tech, ça donne à 15 ans à peu près 1 mètre cube de bois. Avec nous, on a pris une probabilité de 0,7. Donc, on parle de 0,7 mètres cubes par arbre à 15 ans au prix de 275 €, auquel il faudra enlever les frais de coupe, les taxes, les transports et autres. Je pense qu'il restera quand même de quoi faire. Voilà. Alors, des actions structurantes pour accompagner le développement, refléter la valeur réelle du groupe dans le titre. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on ne communiquait pas trop parce que, je vais vous dire la vérité, il y avait ce litige avec ABO. On ne voulait pas donner d'informations tant que nous n'avions pas réussi à boucler cette affaire et on était très, très silencieux pendant longtemps. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous avons mis en place une communication, embauché des accords avec une boîte de communication. Et à ce titre, nous allons enfin vraiment multiplier les échanges avec les actionnaires et tous les investisseurs. Alors, les ambitions pour 2025. Une capacité de transformation supérieure à 2200 tonnes. Au vu du chiffre du premier trimestre, vous voyez qu'on y sera largement, si tout va bien, sachant que nous avons 2 saisons, la grande traite et la petite traite. La grande traite a terminé à la fin du premier trimestre, et quand petite traite, généralement, c'est toujours un peu moins bon, à quelques tonnages près. Et il y a une autre incertitude, ça fait partie des questions. Octobre 2025, les élections présidentielles pourraient conduire à une frayeur de certaines personnes parce qu'on ne pourrait pas produire du tonnage de cacao ou autre. Moi, je vous rassure sur ce point-là, même pendant la guerre, on produisait du cacao. On n'avait aucun souci à vous faire. Un chiffre d'affaires autour de 20 millions d'euros à prix constant, en effet, si le marché reste sur ces niveaux, on fera au-delà des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Voilà. Cacao international en bourse, vous êtes actionnaire, donc vous savez ce qui se passe. Après une introduction, on a fortement baissé. On a vu des plus bas à 4 centimes, 5 centimes, je crois. On a fait un beau parcours boursier, on est remonté à 18. Et à l'annonce des résultats qui étaient exceptionnels, ça s'est cassé la gueule. Donc, la rumeur d'un vieux boursier. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Merci de votre attention. Merci à tous et merci Rémi pour cette présentation. On va désormais passer aux questions de session-réponse, à la session de questions-réponses. On a déjà eu des questions sur le chat et également on en a reçu par email. Donc on va peut-être commencer. On avait une question qui était arrivée aussi pour savoir qui s'occupait de la logistique export du groupe.
interne et externe. Parce que ça... Rémi, tu veux que je réponde à ça? Et pour envoyer, je pense, les masses, pour envoyer la masse, justement. Oui, C'est ça. réponds, Bitou. Bonjour tout le monde. En ce qui concerne le logistique du groupe, la manière c'est fait, nous avons en interne chez Choco, donc dans la société qui fait la transformation, nous avons une équipe dédiée en interne qui, eux, font les premières nécessités en ce qui concerne la partie export des conteneurs, sachant qu'on n'a pas beaucoup de conteneurs d'import. Mais ensuite, le relais est pris à la fois par ce qu'on appelle les forwarding agents, les agents des transitaires ici locaux, parce qu'il faut un transitaire avec une licence en Côte d'Ivoire, et qui, eux, ensuite passent la main aux shipping companies. Alors, les sociétés maritimes sont largement européennes ici, avec qui on travaille. Donc, tout ça, ça se passe en parfait accord avec le client. Et rien que ce matin, j'étais en réunion avec le shipper, l'un des clients et le transitaire. Donc, nous travaillons d'une façon très rapprochée avec toutes ces équipes pour assurer que le temps entre la fin de la production, le chargement du conteneur et l'arrivée au port de ces marchandises soit le plus court possible. Parfait, merci. Idranil, on avait d'autres questions, on peut peut-être passer sur une question qu'on avait reçue aussi par email. Oui, alors il y avait notamment une question sur la communication. Rémi tout à l'heure a évoqué la communication qui est en train de se développer. Nous avons donc engagé une prestation avec la société Aelium qui nous accompagne très bien, qui est d'ailleurs à l'origine de l'organisation de ce premier webinaire. Nous allons communiquer de plus en plus, notamment par LinkedIn, parce que la plupart de nos actionnaires sont branchés sur LinkedIn. Notre chaîne YouTube va également publier des visios et nous allons multiplier le nombre de communiqués de presse et vraisemblablement de webinaires pour être en relation de manière, sinon permanente, en tout cas très fréquente avec les investisseurs. Donc, il y a une véritable modification de la politique de communication par rapport à autrefois. Et ceci est dû également au fait qu'au niveau des plantations, le rythme était très lent et le cycle était très lent. Au niveau de l'industrie, c'est infiniment plus rapide. Donc, il y a une justification à cette accélération. Oui, oui, allez-y. Oui, il faut lire la question, effectivement. Alors, pourriez-vous nous éclairer sur votre stratégie en matière de production de tech? Sauf erreur, vous aviez planté vos premiers tech en 2014. Envisagez-vous de débuter une coupe en 2029, coupe de l'ensemble des tech de 2014, ou allez-vous en lisser une partie ou plusieurs pour regarder? Merci d'avance. Alors, la stratégie du tech, je vais y revenir. D'abord, les premiers techs, c'était en 2015. Début 2015. C'est vrai qu'on a dit qu'on pouvait couper les techs à partir de 15 ans. Il faut savoir que les premiers techs plantés ont été plantés pour une raison au départ, c'était la protection des plantations de cacao. Le tech a cet avantage, d'avoir une très bonne tenue au feu. Donc, dans nos régions, dans la région de Bokanda, c'est notre frayeur, c'est le feu. La deuxième chose, très bonne protection contre le vent. Très important. Et la troisième chose, une très bonne protection contre le swallow and shoot. Parce que le swallow and shoot est amené par une petite mythe qu'on appelle la cochonille farineuse, qui a un vol très court, mais qui, quand elle voit du vert, elle a une espèce de rejet et elle ne reste pas. Donc, elle vient pas, en fait. Donc, c'est très important de protéger tous les espaces cacaoyers à partir de plantes, d'arbres verts, comme le café, comme le teck ou autre. Ça, c'est très, très important. Bien sûr, le teck est un bois noble et peut rapporter beaucoup d'argent. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de politique dans ce sens-là. On pense, en effet, à terme, vendre une partie de nos techs. On a déjà été approché par des groupes indiens et autres pour faire ce travail. Je pense que si on veut vraiment rentabiliser nos techs, il va falloir les couper nous-mêmes, les préparer nous-mêmes et les vendre nous-mêmes pour en avoir un bon rapport.
Je ne pense pas qu'avant 2030, on touchera nos têtes. Voilà. Sauf, éventuellement, après, on peut en décider, le conseil d'administration en décidera et les dirigeants des instances en dirigeront. Ça peut nous servir à diminuer notre endettement, ça peut nous servir à faire plein de choses, en effet. Mais pour l'instant, on valorise. Une autre hypothèse que l'on retient, c'est de faire regrouper l'ensemble des plantations de tech dans une structure juridique autonome. Aujourd'hui, c'est pas exclu du tout dans la mesure où ça crée de la valeur et ça permet d'avoir une autonomie, ne serait-ce que par rapport à cacao. Alors que là, vous avez des plantations qui sont diffuses et qui sont plantées dans un premier temps, comme le dirait lui, pour protéger les plantations, mais maintenant, on a des plantations en terre pleine, c'est-à-dire que vous avez la masse totale des arbres qui sont dans une même unité, qui change complètement le contexte. Il est évident qu'une société de ce genre qui regrouperait les textes serait une filiale directe de Cacao International. Je me permets d'ajouter une question qui avait déjà été signalée sur les techs. Quels sont les risques concernant la valorisation des techs, maladies, incendies, coupes illégales? Tu peux peut-être y répondre. Alors, sur les coupes illégales, non, parce qu'on a un énorme service de sécurité. Et sur l'incendie et la maladie, ben, on est assuré. On est assuré, très bien assuré. Et très cher. Alors, il y a une nouvelle question qui apparaît et qui, je crois, faisait déjà partie des questions écrites sur l'augmentation de capital. Qu'envisageons-nous dans ce domaine? Alors, en termes d'augmentation de capital, vous savez qu'on réfléchit à la mise en place de la chocolaterie qui justifierait un investissement complémentaire en matériel et en développement. Donc, aujourd'hui, on est en train de réfléchir avec des investisseurs pour avoir le capital nécessaire qui nous prend en place non pas en un investissement et en prêt en financement, mais en capital pour éviter les charges financières qui sont relativement lourdes. Pour l'instant, rien n'est décidé, c'est en cours de maturation et vous serez bien entendu prévenu quand il y aura cet événement qui va arriver. En fait, cette question, je pense, est liée avec une autre question que j'ai vue apparaître tout à l'heure sur quel serait le montant d'investissement de la chocolaterie. Oui. Alors, comme nous sommes à l'étude sur cette chocolaterie, à la fois à l'étude sur comment on va la faire, avec qui on la ferait, est-ce qu'on la fait tout seul, en partenariat ou autre, vient se poser sur le dimensionnement. Moi, je suis plutôt partant de démarrer doucement, c'est-à-dire d'aller chercher une entité en 1000 tonnes de chocolat par an. Nos partenaires sont plutôt partants de faire 4000 tonnes par an. Donc, suivant le projet arrêté, le montant des investissements ne sera pas le même. À aujourd'hui, le projet que nous, on a envie de faire, c'est maximum 1 million, 1,5 million d'euros d'investissement Pour notre compte. Pour notre compte. Vraiment le grand maximum. Pour arriver éventuellement à faire 100 tonnes par mois de chocolat. C'est un peu l'idée. Donc, comme c'est lié par rapport à l'augmentation de capital, je préférais en parler tout de suite. Deuxième chose, très importante, toujours liée à l'augmentation de capital, il faut savoir que, en fait, nous avons un cash flow positif. On a du cash flow qui se crée régulièrement, mais pas suffisamment pour pouvoir éventuellement progresser dans la livraison de masse. En effet, nous devons acheter des fèves pour le bean to bar. Quand on achète des fèves, nous avons 2 saisons, la grande traite, la petite traite. Les fèves de petite traite ne sont pas de bonnes fèves. Nous devons donc stocker les fèves dont on a besoin pendant la petite traite, enfin une partie de ces fèves, et les acheter pendant la grande traite. Ce qui fait que on doit avoir 2-3 mois d'avance de stockage. Comme l'idée est de faire à peu près 200 à 300 tonnes par mois de masse, vous voyez qu'il faut à peu près 400 tonnes de fèves par mois. Ça veut dire qu'il faut aller chercher un stockage de 800 à 1000 tonnes de fèves quelque part. Sachant que la fève a bien sûr progressé, puisqu'elle était à l'époque en bord de champ à 700 francs CFA. Aujourd'hui, elle est à 2500 et elle devrait passer quasiment à 3000 francs d'ici le mois d'octobre, lors de la nouvelle publication du Conseil Café Cacao. Vous faites vos calculs, 3000 francs CFA qui représente à peu près 4 euros fois 1200 tonnes ou 1000 tonnes, ça fait 4 millions d'euros de financement. Ce sont des choses qu'on pourrait faire avec des instruments bancaires. Le souci des instruments bancaires en Côte d'Ivoire, c'est que les taux d'intérêt sont très élevés, c'est pas l'Europe. On est entre 10 et 14%.
Plus, une chose que je vais vous apprendre, il y a une taxe supplémentaire en Côte d'Ivoire qui s'appelle la TOB, la taxe des opérations de bourse, s'applique aux emprunts et notamment une taxe de 10% sur le montant des intérêts. Ce qui fait que quand vous empruntez à 10-12% votre crédit de campagne, il vous revient en fait à 14%. C'est mieux de démarrer, de financer ces frais avec des avances clients, ça nous le faisons, et avec de l'argent et de l'equity. Voilà les idées. Après, c'est l'occasion qui fait le larron. On a beaucoup de demandes pour venir investir chez Cacao. On verra par la suite le dimensionnement de cette opération. Parmi les autres questions, quel serait l'impact potentiel sur vos prix de vente si les cours de cacao restaient durablement au-dessus de 9 000 $ la tonne? Et avez-vous des clauses d'ajustement dans vos contrats clients? Très, très bonne question. Alors, en effet, il faut savoir que quand on négocie un bon de commande avec nos clients, une fois qu'on a signé le bon de commande, le prix ne peut plus changer. Donc, c'est à la fois pas de bol pour eux, mais pas de bol pour nous. Dans le cas contraire, c'est le marché monte. Alors, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on signe des bons de commande à 3 mois maximum pour pouvoir revaloriser le prix. Et dans les contrats à long terme que l'on a avec notre partenaire principal, nous avons là, par contre, une clause d'ajustement. Et on a une clause d'ajustement qui dépend, non pas qui dépend enfin du prix du marché, mais pas du prix extérieur, mais du prix intérieur, et des taxes qui, elles, dépendent du prix extérieur. Donc, on ajuste ce prix, sachant que nous, une fois que ce prix est fixé par nous, de combien ça nous revient, on a une marge supplémentaire que l'on met de l'ordre de 30%. Alors, par rapport au chiffre d'affaires, c'est 20%, il faut le faire à l'envers, bien sûr. Donc voilà, cette marge est constante. Ensuite, il y avait des questions, effectivement, pour savoir comment procéder. Il y avait une question là-dessus qu'on avait. Alors, il y avait une question sur envisageons-nous de racheter des titres, que la société Cacao International rachète des titres, et d'autre part, envisageons-nous un regroupement de titres? Alors, ça, c'est aussi une bonne question. Le regroupement des titres a son intérêt pour des raisons financières. En effet, Euronext facture sa prestation par rapport au nombre de titres. Juste pour vous donner une info, on a à peu près, mémoire, 40 000 euros de frais Euronext, et que si on fait un regroupement d'actions 1 pour 10, par exemple, ou 1%, on diminuerait ces frais de 40 000 à 10 000. Et on ferait 30 000 euros, ou 5 000, enfin 30 000 euros de gains. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Quand on écoute les professionnels des marchés, ils préféraient ne pas avoir une penny stock, mais un stock complet. Donc si on fait un regroupement de 1%, le cours étant à 15, ça nous ferait une action à 15 euros au lieu d'avoir une action à 0,15, ce qui est plutôt pas mal. Et le reste de la question, c'était est-ce qu'on achèterait nos titres? Alors, pour pouvoir acheter nos titres, vous savez qu'on est une société cotée, il y a des règles. Nous ne pouvons acheter des titres qu'avec nos profits. On est dans la première année des profits. La trésorerie est tendue, donc on va attendre un petit peu, mais c'est dans l'idée de racheter nos propres titres pour 2 raisons. La première, pour les éliminer, et 2, pour faire un intéressement personnel par la suite. Alors, une question à laquelle je ne suis pas sûre que tu vas répondre. Comment expliquez-vous la baisse du cours depuis la publication des bons résultats? Alors, je ne l'explique pas, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Et comme j'étais, il y a très longtemps en arrière, il y a 15-20 ans dans les marchés financiers, on disait toujours buy the rumor, sell the news. Je pense qu'on a eu ça. Il y a peut-être des gens qui sont déçus par ce qu'on a fait, ils s'attendaient à beaucoup mieux. Je ne sais pas. Franchement, je ne l'explique pas. On n'a jamais eu des résultats pareils. On a des objectifs à moyen terme qui sont excellents. Un premier trimestre qui le confirme. Je pense qu'aujourd'hui, on est sous-coté, mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Il faut savoir quand même que la liquidité sur le titre est très pauvre. C'est compliqué. Donc, on a souvent ce qu'on appelle des effets coup de poing dans le plastique. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut vendre, il trouve pas les bids, il tape, il emmène en bas. Puis une fois qu'il a fini de vendre, ça remonte tout doucement.
pareil, quand quelqu'un veut acheter une vraie pause, il paye, il enlève le titre de 30%. Ça, malheureusement, je ne contrôle pas le marché. Alors, une question à laquelle je vais peut-être répondre, puisque nous avons regardé en détail les chiffres. La question portait sur les prix d'exercice des BSA et les BSA en circulation. Donc, la personne qui posait la question parlait à la fois des BSA émis en 2022 et des BSA émis en 2023. Ceux qui ont été émis en 2022 n'ont plus cours. En revanche, ceux qui ont été émis en 2023 existent toujours. Donc, la deuxième question portait sur le nombre de BSA en circulation. Il reste 16 841 237 bons qui permettent de souscrire, moyennant 0,25 € à 8 420 000, etc. d'actions. Les bénéficiaires du bon de souscription, si le cours est au-dessus de 0,25 €, auront peut-être envie de souscrire et de transformer leur bon. Il faut 2 bons pour une action, ce qui fait que si cette opération était faite intégralement par la totalité des actionnaires, ils ajouteraient 2 150 154 € de trésorerie à la société, ce qui serait une bonne chose, et la dilution porterait sur 4 à 5% du capital. Conclusion, il faut faire remonter le chiffre. Exactement. Voilà. J'ai vu une question là qui était importante, c'était quelle est la part de cacao dans le capital de la filiale et qui sont les autres actionnaires? Alors, c'est très important à savoir, nous détenons 100% des titres, il n'y a pas d'autres actionnaires. Très important de le souligner. Il y avait une question également sur la production de fèves en tonnes, ça on l'avait dit dans la présentation. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une autre question qui était, bien sûr, la présentation sera mise à disposition sur le site internet de Cacao, donc vous pourrez bien entendu la télécharger. Donc la production de fèves en tonnes des plantations, c'était entre 300 et 500 tonnes. Oui, c'est ça, on vise 500 tonnes si tout va bien. Alors la question, elle est complémentée, quelle quantité de cacaoyer plantez-vous? Alors on ne plante plus de cacao. C'est-à-dire que toute notre trésorerie, tout notre argent va dans la transformation. On n'a plus d'envie de développer plus que ça les cacaoyères parce qu'on a besoin de cet argent pour augmenter nos productions de masse qui, elles, créent du café. Et le récipient pour la chocolaterie. Oui, voilà, tout à fait. Alors, au vu du développement de la société, peut-on imaginer que les problèmes de trésorerie, d'une façon générale, seront réglés d'ici 1 ou 2 ans? Alors, la réponse est oui, bien sûr, parce que nous sommes en cash flow positif. Alors, c'est lié à la question que je vois suivante. Hein. Je vais la lire en même temps. C'est quelle est la part... c'était dans la remontée des dividendes. Elle était plus haut, pardon. Elle est partie. Exactement, non, elle est là. On avait une question. Donc, c'était une question où on nous demandait comment on allait remonter des filiales. De Soko et l'argent des filiales. Alors, c'est vrai que quand on est en cash flow positif, on est en cash flow positif dans les filiales. Comment ça s'appelle? Cacao n'a pas de revenus. Alors, chose très importante, quand nous avons fait notre émission obligataire sur le marché de la BBRM, pour 6 millions d'euros, sur Solea, nous avons été obligés de prendre ce qu'on appelle un garant. C'est le fonds FAGAS, le fonds africain FAGAS, qui s'est porté garantie pour nous et qui a apporté sa garantie, ce qui nous a permis d'émettre, puisque nous ne sommes pas classés chez Moody's, malheureusement. Dans les garanties prises par le FAGAS, par le fonds de garantie, il y a plusieurs garanties et il y a le gel du compte courant de cacao dans Solea et la non-remontée de dividendes pour le moment. Mais ce point-là reste ouvert. C'est-à-dire que si demain, en effet, nos sociétés filles, Solea et Choco, commencent à gagner énormément d'argent, on commence à rembourser et amortir l'emprunt obligataire, le FAGAS n'aura pas d'opposition à ce qu'on remonte nos dividendes. Voilà la nouvelle. Donc, il y a une possibilité, en effet, de remonter. Quand? C'est un horizon de 3 ans. Voilà.
N'y aurait-il pas une OPA en Tu peux dire cours? pardon, l'échéance du financement, c'est de manière. Alors, l'échéance du financement, alors c'était un financement obligataire à 8 ans avec un différé sur les 3 premières années et un début d'amortissement du capital sur les 5 dernières années. Et le premier amortissement sera payé le 31 janvier 2027. Pour l'instant, nous ne payons que des intérêts semestriels. Et le taux obligataire était à 7,20 plus la garantie, la TOB, etc. On est en dessous de 10%. N'y aurait-il pas une OPA en cours au vu de l'arrivée des bénéfices? Alors, une OPA, pourquoi pas. Aujourd'hui, dans le groupe de contrôle qu'on avait, c'est-à-dire les copains, les fondateurs ou autres, on avait une bonne majorité. Difficile à dire si des gens ont vendu, pas vendu, mais en effet, on est sur des niveaux aujourd'hui où je ne sais pas si on ne perdrait pas la majorité et si on n'était pas opérable. Je n'ai pas les derniers chiffres, je ne sais pas. Mais c'est vrai que à force de dilution, la prochaine augmentation de capital, on deviendra opérable, en effet, à mon avis. Hein. Je ne sais pas, c'est des calculs à faire. On n'a pas la position de titre de tout le monde. Elle n'est pas connue. Et nous n'avons que les titres des administrateurs, et c'est tout. Une attribution des dividendes est-elle envisagée? Ben, j'ai répondu juste avant. Voilà. Pour l'instant, pas avant 2-3 ans. D'accord. Ça, on les a vus. Alors, il y avait une question. Pouvez-vous obtenir la certification du Rainforest Alliance en 2016? Là, Dranil, je t'interpelle parce que c'est ton domaine. Donc, si tu pouvais répondre à cette question, pensez-vous obtenir la certification de Rainforest en 2026? Alors, il y a la petite préface, parce qu'il est important de présenter la situation de l'ensemble de certifications et ce qui se passe dans ces domaines en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays en ce qui concerne le secteur du cacao. Il faut que vous sachiez que des grandes sociétés comme ça soit Paris, Mondelez, Hershey's, Mars, Nestlé, ils ont tous créé leur propre certification en interne. Donc, ça crée un vrai remuer dans le secteur. Les gens ont commencé à repenser l'utilité presque de ces certifications qui a causé le merger, je ne sais pas comment dire, le merger entre Rainforest et UTZ il y a quelques années. Donc, le secteur lui-même a pris beaucoup de recul. Il y a eu de nouvelles frameworks qui ont été décidés. Donc, pour revenir en ce qui concerne à nous, oui, on avait cette première certification en 2016. Nous avons relancé la certification en fin 2014, en début 2014, qui fait que dans l'année 2014, nous avons eu des consultants externes qui ont formé nos équipes à la fois en plantation, à la fois à l'usine. Ces mêmes consultants ont également revu nos policies, nos procedures, nos processes en interne pour voir que ça conforme, il y a une conformité avec les réglementations. Donc, tout ça, c'est terminé. Il y a eu des suggestions qui ont été faites pour corriger ces choses-là. Il faut que vous sachiez que notre cas est très, très différent que la plupart des autres pour la simple raison que nous allons certifier un supply chain dans sa totalité. C'est quelque chose qui ne se fait pas quasiment jamais dans le secteur du cacao, dans le secteur du chocolat, où on le certifie à la fois la plantation et à la fois la transformation. Et tout ça dans le même ligne droite. Donc, tout ça, ça prend du temps. Il fallait quasiment se travailler à nouveau avec Rainforest, leur expliquer comment est-ce qu'on peut faire un tailor-made solution en ce qui concerne notre business model. Mais tout ça, c'est en bonne voie. Et je pense que d'ici l'année prochaine, 2026, on aura une bonne visibilité. Il faut que vous sachiez aussi, un dernier post-scriptum, c'est l'année dernière, il y a eu un arrêt de toutes les nouvelles certifications de la part de Café Conseil Cacao pour Fairtrade, parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait énormément de faux certificats qui ont été distribués.
Donc, Fairtrade avait arrêté leur certification. Nous, en voyant ce qui se passe avec Fairtrade, nous avons prévu une potentielle contagion, j'ai du mal de temps en temps avec mes mots français, mais de même problématique sur Rainforest. Donc, on a décidé de continuer la formation, on a décidé de suivre le processus, mais on garde on regarde avec beaucoup d'attention comment le secteur évoluera et comment les autorités ivoiriennes vont réagir vis-à-vis Rainforest et Fairtrade dans les semestres à venir. Avant Rémi, il y a une question d'un actionnaire que nous connaissons bien. D'où viennent les fonds de la Fondation qui permettent de réaliser les différents projets humanitaires? Alors, les fonds de la Fondation, nous avons un processus de cotisation avec le groupe La Casa, le partenaire, qui, pour chaque kilo de masse vendu, surpaye de 5 centimes le kilo. Et cette surtaxe est reversée à la Fondation. Et il y avait une question également sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Elle est préoccupante avec les élections en octobre. Est-ce que ce risque pays va-t-il impacter les résultats de Soko en 2025? Alors, on va parler rapidement du risque pays. Aujourd'hui, nous avons un président, M. Ouattara. Quand il est arrivé au pouvoir, le PIB de la Côte d'Ivoire était de mémoire à 1400 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il est de 17 000 milliards de francs CFA. Il va passer à 20 000 milliards de francs CFA. Donc, son bilan est archi positif. Ça veut dire que si demain, il se représente, il est clair qu'il sera élu. Il y a tout le monde, on est d'accord. Le souci, c'est qu'on ne sait pas s'il va se présenter. Et il n'a pas de dauphin. Par contre, vient en face de lui un dénommé Thiam, l'ancien CEO du Crédit Suisse, qui a gagné les élections du deuxième parti, ou même du premier parti politique ivoirien, le PDCI, et qui a été élu à plus de 95% des voix. Il a fait l'unanimité. Il est un descendant direct de la famille Houphouët-Boigny. Il a de très grosses connexions dans le Nord, donc dans la partie de là. Et je pense que si Ouattara ne se présente pas, ce sera lui qui sera élu. Donc, peu de chances qu'on ait des soucis. Alors, il y aura sans doute des mécontents, il y aura peut-être quelques flottements pendant le mois d'octobre, mois de novembre. En tout cas, ça ne va pas nous empêcher de fabriquer de la masse, de faire sortir le cacao de Côte d'Ivoire. Je vous rappelle juste que pendant la guerre de 2011, le cacao sortait tous les jours et c'était une vraie guerre. Donc, ça va impacter, je ne crois pas. En tout cas, j'espère pas et je suis très confiant sur le fait que ça n'affectera pas les comptes. Il y a des questions supplémentaires sur la communication. Puis d'un rapport trimestriel. Pour le moment, nous n'envisageons pas de faire un rapport trimestriel car c'est un travail extrêmement lourd entre la maison mère et les filiales. En revanche, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la communication sera beaucoup plus fréquente et permettra de se substituer d'une certaine façon au rapport trimestriel. Question subsidiaire. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais pour que bien vous compreniez, c'est que dans la comptabilité, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons la France. En Côte d'Ivoire, nous sommes dans une comptabilité OHADA, qui est une comptabilité spéciale pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons donc un bilan pour Solea en OHADA, un bilan pour Choco en OHADA et un bilan consolidé de Solea en OHADA. On transfère à Paris et là, on doit passer aux normes IFRS. On doit refaire un bilan Choco en IFRS, un bilan Solea en IFRS et un conso en IFRS, plus bilan pour cacao. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qu'il faut faire. C'est des coûts énormes. Donc je sais pourquoi, en réponse à ta question, on ne l'envisage pas. Exactement. Et on demande également la couverture par un ou plusieurs analystes n'est-elle toujours pas d'actualité? Alors, ce serait en effet une très bonne idée. On connaît les coûts des analyses. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est compliqué. On est une petite valeur. On essaiera, nous, de vous donner le plus d'informations possible pour que vous fassiez votre analyse. Mais l'idée est à retenir, en effet. Alors, peut-être une question pour Jacques-Antoine. Je crois que le webinaire touche à sa fin. Est-ce que vous conseillez ou vous ne conseillez pas d'acheter des titres cacao? Ça, c'est une question? Oui. Ah oui, oui. Je pense que vous allez chacun vous faire votre opinion par rapport au Crédit Rémi et lui, tous les jours d'abord.
Il se bat quotidiennement avec ses équipes, Indrani et Laurent, pour actualiser et augmenter la capacité de rentabilité du groupe. Nous, en tant que holding, on considère que c'est parfaitement géré, c'est très bien, avec les différences entre l'Afrique et l'Europe, mais sur l'avenir, nous sommes relativement confiants. Voilà ce que je peux dire. Alors, quant à vous donner des chiffres, aujourd'hui, vous ferez le bilan de ce que représentent les techs, vous faites le bilan de ce qu'est la production de cacao sur les 2 ou 3 années qui viennent, à vous de définir le chiffre qui correspond à la fabrication. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus pour des raisons évidentes, c'est que j'ai une chance pour nous de me planter et j'ai pas envie de me planter. Et on nous demande également quelle est la date de la prochaine Assemblée Générale. C'est le 26 juin. 26 juin. 26. 2025. 2025, oui. 26 juin 2025 à 11h. Ici, hein, aussi. Une vacation est passée hier. Solène, vous voulez peut-être préciser qu'il va y avoir un replay? Voilà, exactement. Du coup, on a fait notre heure de webinaire. Bien sûr, on n'a pas pu adresser toutes les questions qui ont été posées, puisqu'il y en a eu de nombreuses, mais bien sûr, on pourra y répondre soit par écrit. Il y en a quelques-unes déjà qu'on a adressées aussi. Pour celles qui manquaient, on pourra y répondre aussi par écrit plus tard. Et vous aurez le replay de ce webinaire sera mis en ligne sur YouTube, sur la chaîne de Cacao, très prochainement, et sur la chaîne Aelium également. Donc, vous pourrez effectivement revoir ce webinaire et les personnes qui n'ont pas pu se connecter pourront le revoir. Un auditeur demande si dans le cadre de l'AG, il est possible d'utiliser le service Vote Access. Vote Access. Vote Access. Je ne crois pas que il n'y aura pas de vote électronique. Hein. Il n'y aura pas de vote access mis en place pour cet AG. Voilà. Je peux faire un dernier point rapide. J'ai juste un éclaircissement pour tout le monde. On reçoit beaucoup de mails de votre part nous demandant des informations chiffrées sur Cacao. Alors sachez, vous vous plaignez parce qu'on ne vous répond pas, mais sachez que nous n'avons pas le droit de vous communiquer ces chiffres. Nous avons notre compliance officer à ma gauche qui hoche la tête et qui dit non, vous n'avez pas le droit. Je n'ai pas le droit de vous dire combien je vais faire, combien je dois l'annoncer publiquement par un communiqué presse ou par éventuellement un webinaire. Quoique les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, je vais être obligé de faire un communiqué derrière le webinaire officiel. Sinon, nous sommes amendables et punissables. Et excusez-moi, j'aimerais bien vous communiquer mes chiffres parce qu'ils sont super bons. Solène, il sera peut-être intéressant de juste, avant de partir, de répondre des questions qui ont été posées en ce qui concerne le prochain webinaire. Vous êtes d'accord, vous qui gère la communication, en tout cas la stratégie, on a bien prévu des webinaires à l'avenir. Celui-là était si sympathique. Exactement, c'était le premier, on initie. Merci à tous d'ailleurs de vous être inscrits en nombre. On avait beaucoup d'inscrits et beaucoup de participants connectés. Je travailler avec le groupe Helium. Merci. Et merci. Du coup, on parlerait effectivement assez régulièrement cette expérience. Donc ça, c'est le premier de nombreux à venir. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Merci à tous. Et merci beaucoup. Et j'espère que ça vous satisfait. Si on peut parfaire ce genre de réunion, nous sommes tout à fait contents. Merci. Merci à tous. Pour votre présence. Merci pour vos encouragements. Merci à tous. Et on va couper.